Madame, Messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Bienvenue dans cette émission que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Camille Richard Kalele Malobo. C'est avec lui que nous allons décrypter quelques sujets d'actualité qui restent dominés par cette promulgation de la loi électorale par le chef de l'État. Nous parlerons également au cours de cette émission de l'état de siège. Quels résultats, 3 mois après l'effectivité de cet état de siège? C'est dans ces cadres que je dis bonjour et bienvenue à Camille Kalele Richard. Bonjour madame et merci d'avoir pensé à la GCN pour qu'on s'exprime. Je rappelle ici que vous êtes président de la génération Congo Nouveau. Dites-nous un peu, est-ce que Congo Nouveau c'est un parti politique, c'est une ASBL, c'est comment? Congo Nouveau c'est pas un parti politique. Congo Nouveau est une ASBL à caractère politique. Elle œuvre principalement pour lutter contre les antivaleurs. Les antivaleurs voulues et installées dans la société congolaise par des politiques véreux. Alors, après avoir fait ces constats, on s'est dit, bon, outre les objectifs généraux des ASBL, parce que vous savez que notre pays est en retard de développement, la jeunesse a été abandonnée à son propre triste sort. Ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que ces pays peinent à décoller. Alors par rapport à ça, pour toute ONG, toute ASBL qui se veut sérieuse, il faut d'abord penser à tout ce qui a trait à la socialisation des jeunes, mais aussi de l'ensemble des Congolais, mais des jeunes de manière particulière, parce que comme vous savez, la jeunesse est le fer de lance. Alors, c'est comme j'ai dit, outre ces objectifs, nous sommes destructeurs d'antivaleurs installées par les politiques vertes. Mais pourquoi commencer par une ASBL et non un parti politique? Qu'est-ce qui a manqué? Parce que déjà la connotation que ça donne là, ça donne l'image d'un parti politique. Ben écoutez, justement, c'est parce que nous nous organisons autrement. C'est tout à fait différent de ce que les gens font généralement ici au Congo. Nous sommes un peu différents. Vous savez, les partis politiques que nous qualifions d'entreprises politiques privées, les leaders de ces partis ne trouvent pas l'intérêt de mettre des moyens pour entretenir les jeunes dans un cadre digne du nom de leur parti. Ils préfèrent les prendre, mettre moins de moyens, les recevoir dans des couloirs, dans des lieux qu'on peut comparer à des lieux libres, des places publiques comme au stade, parce qu'ils ils accordent moins d'importance à la jeunesse, ils accordent moins d'importance aux membres de leur parti politique. Alors, comme vous savez, ces gens ont gagné beaucoup de millions avec l'impunité du régime Kabila. Ces gens avaient la possibilité facilement de se faire des millions. Mais puisqu'ils ne considèrent pas leurs concitoyens qui les accompagnent dans leur militantisme, ils préfèrent ne pas mettre des moyens pour avoir un bon cadre. Alors nous ne sommes même pas un parti politique. Nous ne sommes qu'une ASBL. Mais on s'est dit on doit faire les choses autrement. C'est pourquoi parmi nos credos, vous nous entendez parler de faire gérer les pays autrement. Alors, faire gérer autrement les pays, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas encore aux affaires. Une fois aux affaires, on dira gérer autrement. Alors, comme nous ne sommes pas encore aux affaires et que, en étant déjà dans une organisation privée, il faut commencer à prêcher par l'exemple. Nous devons faire les choses avec excellence, nous devons faire les choses avec une certaine dextérité qui prouve effectivement que nous sommes différents de ce qui s'est passé par avant. Vous avez déploré lors de votre intervention ici qu'il y a de ce politicien qui utilise abusivement ce jeune, mais vous, en tant que président d'une association, d'une ASBL, qu'est-ce que vous comptez faire de cette jeunesse? Bon, d'abord la conscientiser
à redevenir normal. On doit se le dire. Nous-mêmes aussi, on ne sait jamais. Peut-être qu'à un moment donné, on était devenus anormaux. On ne sait jamais. Parce que nous sommes nés dans un pays où ce système a commencé depuis, je crois, une année ou 2 ans après l'accession à la souveraineté nationale et internationale. Les politiques qui s'étaient organisés pour tuer, éliminer physiquement Lumumba et ses compagnons, d'heureuse mémoire, des jeunes de l'époque qui travaillaient pour faire de ces grands Congos une fierté d'Afrique, pourquoi pas du monde. Les Congolais qu'on peut qualifier aujourd'hui d'ennemis du peuple déjà de l'époque, s'étaient arrangés pour les éliminer physiquement. Alors, c'est juste après en tout cas si c'est trop 2 ans, qu'on avait commencé avec la pratique d'antivaleurs. Donc, il suffisait que quelqu'un soit chanceux pour devenir président de la République. Il se faisait entourer tout de suite des flatteurs, des gens qui s'appellent leaders, alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'un leader, c'est celui qui a des gens derrière lui, des gens qui les suivent de manière naturelle, spontanée, sans motivation pécuniaire. Non, une motivation normale par rapport à ce que la personne incarne comme valeur, oui, c'est déjà une motivation. Là, je parle de l'argent, je parle des motivations liées aux antivaleurs comme nous les vivons maintenant. Alors, cela a commencé à l'aube de l'indépendance. Et vous savez comment le maréchal Mobutu était entouré des flatteurs, des gens qui lui faisaient des djalélos. Souvenez-vous de comment des papas, des mamans dansaient pour le maréchal. Des choses qui ne se font pas sous d'autres cieux. Vous ne pouvez jamais imaginer ça dans des pays occidentaux. Vous arrivez comme ça, vous trouvez des parents danser pour un autre être humain. C'est pas normal. Nous voyons ça en Afrique. Alors, pour nous, pour nos leaders africains, c'est ça la gloire, c'est ça être président. Alors que ce n'est pas ça. Les gens qui refusent ce culte de personnalité, là j'ai fait allusion principalement aux pays occidentaux, vous voyez que même pour qu'on les appelle excellence, ça ne se fait pas. Quand vous suivez les discours, on dit Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire. Mais en Afrique, on dit Excellence Monsieur le Président, Excellence Monsieur le Ministre. Alors que pour la plupart des cas, ces gens sont d'une immoralité inimaginable. Donc, nous voulons des titres, nous voulons de l'honneur, alors que nous ne sommes pas porteurs de ces valeurs. C'est tout à fait le contraire de ce que nous sortons de nos bouches. Alors, la clique Mobutu est partie, Mouzé est venu, on rêvait voir Mouzé nous apporter un sourire après le départ du maréchal, mais vous avez vu ce qui s'est passé avec Mouzé. Mouzé, on n'avait pas tellement compris sa logique, sa philosophie. Est-ce qu'il voulait quoi exactement? On ne sait pas. Mais au départ, c'est dire, il disait qu'il est là pour le peuple et tout ça. Je ne vais pas trop commenter sur lui parce que n'oubliez pas que Mouzé a été assassiné parce qu'il tenait tête aux impérialistes. Il ne voulait pas obéir au dictat de l'étranger au nom de notre souveraineté. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que Mouzé désormais fait partie de nos héros nationaux. Donc je ne vais pas trop supputer, je ne vais pas trop m'attarder à parler de ça. Je vais très rapidement passer à Joseph. Joseph est arrivé, vous savez comment il a géré ce pays pendant 18 ans. Il avait un laxisme dans sa gestion et ce laxisme a fait qu'aujourd'hui, il y ait ce que nous vivons aujourd'hui, même quand ses anciens collaborateurs déplorent le fait qu'ils soient stressés, qu'ils subissent la pression de l'IGF et de la justice. Ils veulent faire passer, traiter, taxer cela
la chasse aux sorcières, alors que ce n'est pas ça. C'est l'impunité avec laquelle Joseph Kabila gérait son pays, que ces gens ont profité pour être aussi, vivre aussi dans la légèreté, dans des facilités, confondre les biens de l'État avec les leurs, détourner les deniers publics sans s'inquiéter. Alors comme on dit en lingala, alors voilà que les Makwanza arrivent maintenant. Donc moi je pense qu'ils doivent comprendre que c'est d'ailleurs de la faute de leur ancien chef que cela est arrivé. Alors il a géré, vous avez vu comment c'était. C'est d'ailleurs pendant la période des Kabila Joseph. Pour laquelle vous avez quand même pu identifier chacun d'eux au niveau. Oui, oui, c'est d'ailleurs pendant sa gestion. C'est d'ailleurs pendant sa gestion que la GCN s'inspirait de plus en plus pour sa politique. Voilà. Donc on a utilisé les jeunes comme des objets, comme des instruments pour la gloire, pour montrer à Kabila qu'il pouvait compter sur eux, qu'ils étaient des leaders, moyennant de l'argent, ils mobilisaient les gens. Alors que en réalité, tous ces gens-là n'avaient pas de monde derrière. La preuve est qu'aujourd'hui, que Kabila n'est plus aux affaires, vous ne voyez plus les gens traîner par-ci, par-là, parlant en son nom. Donc c'est resté une petite poignée de gens qui croient encore en lui. Alors, pour être bref, après avoir récolté, observé tous ces désagréments, qu'on a décidé de remettre sur scène la GCN. J'avais sauté, la GCN existe depuis 2014. Okay. Mais lorsque nous étions approchés et convaincus par les propos d'un politique de ces pays, afin d'adhérer ou de cheminer avec lui dans son parti politique, de militer ensemble, on avait laissé la GCN en veilleuse. Alors maintenant qu'on a compris que ce qu'on avait comme idée déjà en 2014 était toujours là. On était dans un parti politique, ça ne sert à rien de parler des gens ici. Okay. Parlons de la République, des institutions, de la population. Alors maintenant qu'on s'est vu être convaincu qu'il était temps de commencer, la motivation est venue de la volonté politique manifestée par le président de la République. Parce que comme vous savez, si vous menez des actions et que le numéro 1 d'entre les Congolais n'est pas avec vous, vous n'allez pas voir votre démarche aboutir. Or, nous savons nous-mêmes comment Félix encourage les bonnes actions, comment il veut accompagner le peuple et tout ça. Alors c'est comme ça qu'on a décidé de commencer maintenant, de reprendre, donc de relancer avec les activités. Et tout se passe très bien. Nous avons beaucoup d'adhésions tous les jours. Vous avez eu à passer un peu de temps ici. Vous avez vu comment les gens viennent. Et voilà, tout se passe bien. Et aujourd'hui, la GCN compte combien de membres? Est-ce que c'est seulement à Kinshasa ou bien c'est répandu un peu dans... La GCN est sur l'ensemble du pays. Vous allez peut-être vous poser des questions ou peut-être vous allez douter pour dire les politiciens ont l'habitude de dire ça, vous aussi vous dites ça. Non. Nous, c'est normal que nous soyons partout. Premièrement, parce que je vous ai dit qu'on a existé déjà en 2014, mais on était en veilleuse. Deuxièmement, nous sortons des milieux politiques. En œuvrant, en militant dans des partis politiques, on avait des contacts avec l'ensemble des provinces du pays. Alors, il y a des gens qui croyaient en notre combat depuis toujours. Maintenant qu'on a quitté les mondes politiques pour l'ASBL, ils ont trouvé notre combat noble. Ils nous ont rejoints volontairement. Donc il y a des gens dans toutes les provinces, je pèse bien mes mots. Alors dire si on combien de membres, on est partout. On est partout. On va trouver le GCN. On est partout et la RTVS1 est une chaîne de télévision partenaire à la GCN. Nous allons vous inviter à faire le tour avec nous pour voir comment nous installons nos comités provinciaux. On le fera, on commence bientôt là. Alors, pour finir vos questions, vous avez demandé combien de membres nous avons. Comme vous savez, je ne peux pas être là à tout faire. J'ai des collaborateurs, chacun d'eux a une responsabilité. Il y a une semaine passée, non, il y a même 2 semaines passées, on était à 3016 membres. Parce que je paraphe toutes les fiches d'adhésion. Mais ça fait 2 semaines que je n'ai pas contrôlé, vu que j'ai d'autres responsabilités.
notamment préparer de la matière, parce que comme vous savez, nous sommes toute une école. Nous sommes toute une école, il faut élaborer l'idéologie en mettant tout ce qu'il faut, parce qu'il ne faut pas inventer des choses. Hein. On a une spécialité qui est la lutte contre les antivaleurs, mais il y a aussi l'idéologie proprement dite. Nous sommes, s'il fallait être un parti politique, nous sommes des gauches. Alors il y a des valeurs des gauches qu'il faut suivre, qu'il faut respecter. Pour ça, nous avons un spécialiste, le vice-président, professeur Joseph Kalala, qui travaille en permanence avec moi quant à ce. Donc il y a des camarades qui s'occupent des adhésions. Je vais, d'ailleurs ça c'est un rappel, je vais les voir prendre connaissance ce soir pour savoir on est à quel chiffre d'adhésion maintenant. Parlons, parce que nous l'avons déjà dit au sommaire de cette émission, que nous allons parler au cours de cette émission de la promulgation de la loi électorale. Aujourd'hui, cette loi, un sujet à controverse. Camille Kalele, qu'en dites-vous? Bon, je ne cesserai jamais de le dire. Si l'opposition d'aujourd'hui, parce que moi, à mon sens, il n'y a pas d'opposition. Félix n'a personne en face. Oui. Parce qu'en réalité, s'il fallait qu'il y ait opposition, l'opposition allait être la Kabylie. Or, nous savons que la Kabylie s'est vidée. Il n'y a presque plus personne là-bas. Les quelques personnes qui y restent ne sont pas clairs dans leur position. Donc, nous ne comprenons pas exactement leur vraie position. Donc, il n'y a pas une opposition républicaine. Cela veut dire que l'ensemble des Congolais est d'accord avec ce que Félix Tshisekedi fait. Les quelques politiciens, hein, une petite frange de politiciens qui doutent de ce que Félix Tshisekedi fait, c'est des gens qui les font. D'ailleurs, là, en passant, je voudrais ici dire qu'il s'agit du tandem Fayoulou-Mouzito. Ce n'est pas principalement eux qui contestent cela. Alors, c'est la démocratie, je ne peux pas les condamner, ils sont libres de leurs opinions, mais seulement, je me dis, eux sont en principe la même famille politique que le président Félix Tshisekedi. Souvenez-vous des accords de Genève. Donc, ils sont la Mouka et tous en réalité. Parce que Tshisekedi était, s'il faut parler de Tshisekedi candidat, il était dans l'UDPS. Et de là, il y a eu l'histoire des rassemblements et tout ça, des mélanges et tout. Et finalement, ils ont fait leurs accords là de Genève. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il était un peu sorti de sa casquette ordinaire de l'UDPS pour être en alliance avec les amis, même si on parle de l'accord de Nairobi. Mais moi, je vois toujours les accords de Genève parce qu'ils se sont entendus là-bas qu'il fallait présenter un candidat commun et tout. Donc, s'ils sont sincères avec eux-mêmes, c'est cet esprit-là qui doit continuer à les animer. Alors, la CENI, si on est légaliste, on doit accepter. La CENI a dit c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Alors, Fayoulou et Mouzito n'avaient qu'à venir vers lui, faire équipe pour dire, bon écoutez, on n'avait pas de précision de celui qui devait être présenté comme candidat. Mais après l'élection, il semble que c'était Fayoulou. Bon, après, les choses n'ont pas marché. Bref. Ça s'est déjà passé. Oui, bon, on doit rappeler l'histoire. Bref, comme c'est finalement Félix qui est passé, à Genève, on avait un planning. On s'était convenu de faire des choses communes. Alors, revenons sur ça. Ça allait être facile. Ils n'allaient pas se sentir marginalisés par rapport à cette loi organique. Donc, moi, je pense qu'ils ne peuvent qu'accepter, parce que la majorité gagne toujours. Hein. La majorité parlementaire a accepté. Le président de la République l'a promulgué. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Mais aujourd'hui, les gens parlent de la dépolitisation de cette loi, parce que selon certaines opinions, il y a toujours cette mainmise de politique. Donc, déjà avec 6 pour la majorité, 4 pour l'opposition, 5 pour la société civile. Donc, il y a 5 plus 1. Là, ça pose un problème. Madame, d'abord, je n'ai jamais été d'accord avec les gens qui disent que
La CENI est une institution apolitique. Comment ça? Mais parce que vous vous souviendrez, bon, vous n'êtes pas de l'UDPS, mais nous, c'est juste un rappel historique, hein, parce qu'à l'époque, il y a l'UDPS hein, qui refutait, qui refusait cette politisation de la CENI. Et aujourd'hui, c'est comme si on revenait, l'histoire s'est répétée avec Félix Tshisekedi. Vous l'avez si bien dit, je ne suis pas de l'UDPS. Donc, ce n'est pas parce que le chef de l'État est venu de l'UDPS qu'on doit dire quelque chose rouge quand c'est noir. Non, je ne suis pas de l'UDPS, je ne saurais pas défendre cette position. Moi, tout ce que je sais, c'est que la CENI est une institution hautement politique. On ne peut pas confier ça au pasteur. Même quand on dit que non, le président doit être de la société civile. Oui, c'est bien. Mais en réalité, lorsqu'on gère une telle institution, même si on est pasteur, on doit avoir des réflexes politiques. C'est une institution hautement politique. Parce que vous êtes appelé à gérer les choses d'abord dans le respect des textes, mais aussi avoir le discernement et la sagesse, avoir un sens politique de gérer les choses pour bien faire les choses. Parce que vous ne pouvez pas offrir au pays un président qui n'est pas aimé, vous ne pouvez pas donner au pays... vous ne pouvez même pas, vous, là, en tant que président, vous faire dribbler par vos collaborateurs. Et pour ça, nous savons nous-mêmes que les politiques ont la capacité requise pour gérer les situations difficiles. Mais pour certains analystes, c'est déjà la tricherie. Parce Non. que déjà, avec une telle loi, il y a déjà la mainmise du pouvoir aujourd'hui avec l'Union sacrée. Et aujourd'hui... les gens parlent déjà pour 2023, donc c'est un ticket blanc pour... Non, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi tout simplement, ou soit pour le cas de certaines personnes, c'est de l'analphabétisme politique. On ne sait pas comment se passe la politique, c'est pourquoi on discute. C'est déjà consommé de toute façon, c'est déjà promulgué. Donc on doit s'assumer, on doit accepter ça. Si on est populaire, on s'estime populaire, alors... J'ai toujours encouragé les politiques qui pensent être populaires à demander aux gens, parce que les gens de la Mouka disent que lorsqu'ils sortent pour marcher, la répression se fait dans les sangs. Ils disent d'après eux que la police vient les réprimer dans les sangs. Alors, je leur ai proposé une recette. Si vous estimez être tout le temps pourchassé par la police alors que vous voulez exprimer vos opinions, c'est un droit constitutionnel garanti. Alors, changez de recette. La recette, c'est demander aux gens de rester à la maison. La journée ville morte. L'UDPS nous a prouvé ça ici. Plusieurs fois, on a vu la ville être déserte. Alors, ils n'ont qu'à prouver cela. Si vraiment ils estiment qu'ils ont raison et que la population va les suivre, ils n'ont qu'à décréter ça. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, les dénoncer également. Non, la CENCO... Et à l'ECC, il y a d'autres structures de la société civile qui ont également emboîté. Madame, moi j'ai toujours respecté la CENCO, l'Église catholique en général. Mais j'estime que par moments ils exagèrent aussi. De quelle manière? Je les respecte parce que, comme vous savez... qui va à l'encontre de l'église. Il n'y a pas une église... Ils ont quand même ces droits-là dans leur rôle. En dehors de l'église catholique, il n'y a pas une seule église ici au Congo qui soit représentative dans toutes les provinces comme elle. C'est partout qu'on retrouve les extensions de l'église catholique. Si ce n'est pas une paroisse, c'est peut-être une école, c'est une église organisée. Mais cela ne leur donne pas le monopole de dire tout ce qu'ils veulent. Vous savez d'ailleurs déjà en politique, tout comme en religion, qu'il n'existe pas de vérité absolue. Si pour nous les chrétiens, nous pensons que tel sujet est de gauche, pour les musulmans c'est à droite. Hein. Donc il faut respecter le point de vue des autres. L'église catholique ne doit pas se tromper. Elle n'a pas le monopole des débats ou des contestations. Mais dans tous les cas, j'ai dit, puisque dans l'église catholique, il y a les Congolais, s'ils estiment être majoritaires, alors ils peuvent le prouver en demandant aux gens de ne pas sortir, par exemple, lundi matin, rester à la maison pour montrer au chef de l'État qu'on n'est pas d'accord. Les gens vont rester s'ils sont populaires. Et si Félix Tshisekedi voit que les gens ont vraiment obéi, sûrement qu'il va... Ils vont se conformer à l'article 64. Hein.
qui leur donne aussi le droit de... Cet article aussi s'interprète à tort. Hein, beaucoup de gens l'interprètent mal. On ne demande pas aux gens d'aller dans la rue, aller casser. Non, la police va vous réprimer. On ne demande pas aux gens de faire ça. On dit, si vous voyez, si un groupe d'individus cherche à exercer le pouvoir par la force, il faut leur barrer la route. Barrer la route, ça veut dire quoi? Aller faire des troubles, faire les désordres. Non, il y a 1000 moyens pour contester, notamment ce que j'ai dit. Demander aux gens, barrer la route par exemple, de manière pacifique, en demandant aux gens de rester à la maison, vulgariser, expliquer clairement ce que la loi dit quoi, et puis demander aux gens de rester à la maison parce que vous estimez que cette loi va faire tuer les Congolais. Mais commencer à parler à la télé, les politiques ne le font pas, hein, chers Congolais, les politiques ne le font pas nécessairement pour votre intérêt, c'est pour leur calcul politicien, c'est pour leur positionnement. Donc, si vous sortez, vous vous hasardez à aller faire des désordres, c'est vous qui en pâtirez. Parlons un peu recensement. Aujourd'hui, la RDC compte de milliers de populations. Et à l'approche des élections, à quelques, on peut dire déjà 2 mois, hein, parce que nous sommes déjà en 2021, d'ici là, ça sera 2023. Non, on a encore 2 ans et demi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler, il y a lieu de parler du recensement à quelques années à l'approche des élections de 2023? Oui. C'est important de savoir d'abord finalement les Congolais, on est au nombre de combien? Nous supputons 80 millions, 120 millions, on est à Kinshasa, il y a 12 millions. Qui a eu le temps de vérifier ça? Avec le monde qu'il y a. Allez seulement à Tchango, montez maintenant avec les sauts de moutons qu'on nous a fait là. Quand vous êtes au-dessus là, regardez la route qui va vers Mokali, mais vous aurez des vertiges. On ne sait pas on est au nombre de combien et qui est Congolais, qui ne l'est pas. Nous avons vu comment les étrangers étaient venus dans ces pays, occuper même des hautes fonctions de l'armée. On a déjà eu dans ces pays un James Kabarebe, rwandais de son état. Il est passé par plusieurs fonctions, notamment celle de chef d'état-major général dans ces pays. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ces recensements, cette nouvelle procédure que l'actuel gouvernement veut s'engager, est-ce que vous ne pensez pas que cela donnerait de l'ouverture à ceux-là qui s'appellent aujourd'hui Congolais, la population de Minembwe par exemple, ceux-là qui sont venus s'installer? Non. Ce pays a une histoire. On s'est retracé, nous avons des experts au ministère de l'Intérieur. Nous avons des gens qui sont là depuis avant 1960. Ils connaissent l'histoire, ils savent comment procéder pour identifier les Congolais. Ça, c'est de un. Mais pour ne pas quitter la question de tout à l'heure, je disais, c'est important de faire les recensements, mais cela ne pousse pas, ne doit pas pousser le pouvoir en place à dire qu'il n'y aura pas élection en 2023. Parce que vous savez que les reports d'élections sans raison valable causent toujours l'instabilité politique dans les pays. Or, vous savez vous-même, quand il y a instabilité politique, tout devient dérangé. Déjà, la crise sanitaire a perturbé les choses. Vous voyez que les social des Congolais ne tient plus. Il y a beaucoup de problèmes à travers le monde. Alors, refuser encore aux Congolais l'organisation des élections en 2023 poserait problème. À moins qu'il y ait une raison valable qui peut justifier cela. Nous, je sais, nous sommes là. Nous avons beaucoup de membres qui vont nous écouter. S'il y a une raison valable, on va parler, on va expliquer. Mais avant d'en arriver, on doit être convaincu de ce qui s'est dit. Mais je ne pense pas que ça sera le cas parce que nous tenons aux élections. Nous voulons qu'il y ait élection. Cet élan d'alternance doit continuer. Le président qui est passé nous a dit lui-même lors de sa sortie médiatique de Goma, il a dit qu'il y aurait élection en 2023. Alors moi, je ne peux pas douter de ça. Je ne peux pas faire comme nos amis de la Mouka font. Ils aiment tout le temps contredire les chefs de l'État. Non, moi je crois en ses propos, en sa parole. Je sais qu'il y aura élection en 2023. Mais cela n'empêche pas au gouvernement de commencer les recensements. Vous savez, chez l'homme blanc, les choses sont tellement organisées qu'on peut parler de ces recensements-là. On les fait en l'espace de quelques mois et c'est fini. Alors nous, par
par rapport au retard que nous avons, mais aussi la désorganisation générale. Vous savez que plusieurs coins du pays ne sont pas urbanisés, on ne sait pas comment procéder, il n'y a pas de bureau de l'État dans certains coins, par peur de voir les étrangers venir se déclarer Congolais. Il faut du temps, il faut très bien faire les choses. Ça doit se faire avec tact, avec beaucoup de sérénité et aussi beaucoup de conscience pour éviter de faire des Congolais ceux qui ne le sont pas. Déjà avec les frontières qui ne rassurent pas et avec la situation à l'Est, la situation d'insécurité, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la population, par exemple, de l'Est peut bénéficier de ce recensement? Mais pourquoi pas? L'état de siège est en train de produire ses fruits. Moi, pour mon pays, pour mes compatriotes, je ne dors jamais sans me rassurer des nouvelles de nos frères de l'Est. Nous avons des contacts, comme je vous ai dit, la GCN est partout là-bas. C'est tous les jours qu'on nous appelait pour nous annoncer les cas d'assassinat, des tueries. Mais ça fait un temps depuis que Tshisekedi a instauré ou a déclaré ou proclamé l'état de siège. En tout cas, on en a entendu 2 fois. Et 2 fois là, paix aux âmes de nos compatriotes qui sont tombés. Mais ce n'est plus comme c'était avant, où on pouvait parler de 20, 15, 50 personnes. Alors ceux qui sont morts là, même si c'est une personne, c'est un Congolais qui est tombé, ça nous fait mal au cœur. Mais voir la situation s'améliorer, changer comme c'est le cas aujourd'hui, je pense que c'est un bon signe. Donc avec ça, nous disons que si jamais aujourd'hui il faut faire les recensements, ils vont aller travailler en toute quiétude, il n'y aura aucun souci. Et aujourd'hui, restons toujours dans ce chapitre de l'état des sièges, hein, parce qu'aujourd'hui c'est presque, nous tendons vers 3 mois. 3 mois depuis que cet état des sièges existe dans cette partie. D'ailleurs, le Parlement venait de proroger pour la 3e fois. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir, donner un fruit meilleur? Justement, c'est ce que j'ai dit. Je suis très optimiste parce que je vois déjà des bons signaux. Je vois les choses se passer très bien et j'encourage le Parlement à continuer à proroger jusqu'à ce qu'il y ait la paix totale. Et une fois qu'on aura repris ou récupéré tous les territoires, on y laisse des FARDC pour assurer la sécurité. C'est là pendant des années. Évidemment, on surveille toujours, les FARDC veillent toujours, mais pour ces points-là, il faut une sécurité un peu spéciale. Alors, quand les gouverneurs civils vont reprendre, il faudra quand même laisser en place des bataillons et des bataillons des luttes pour dissuader désormais les rebelles. Mais le chef de l'État, lors de son passage, a pu quand même décrier je peux dire, cette infidélité de FARDC dans la gestion de certains militaires, de certains bataillons qui n'étaient pas comme il se devait. Oui, le chef de l'État parlait de la mafia constatée sur place. On lui annonçait un effectif qui était largement en descente de ça. Alors il a déploré cela en tant que commandant suprême. Et j'ai appris qu'il y a eu des sanctions terribles sur les auteurs de cet acte antipatriotique. C'est même dangereux de dire au chef... Est-ce que vous pensez que le chef de l'État, en dénonçant ça tout haut, est-ce que vous pensez que ça lui garantit, parce que ce sont quand même des militaires, hein, dire des choses de la sécurité nationale sur la place publique, est-ce que cela ne risque pas de donner un peu de tickets aux rebelles, par exemple? Non, pas du tout. Les FARDC sont une armée régulière. Ils ont le contrôle de l'ensemble du pays. Les groupes rebelles là, d'ailleurs, tels qu'on les annonce aux médias, ce n'est pas ça. Ce sont des petits groupes, d'ailleurs généralement entretenus par des politiciens malhonnêtes. Ce n'est pas vraiment une armée organisée comme ça qui vient. Ce sont des petits groupes. Donc quand le chef dit ça, il dénonce. Il est là pour nettoyer un peu
la scène politique, mettre de l'ordre dans les institutions du pays, y compris l'armée. On ne peut pas cajoler les bêtises, ne pas les dénoncer, c'est encourager les auteurs ou les prochains auteurs à faire la même chose. Donc dénoncer, c'est quelque chose de bon, c'est-à-dire il veille à ça. Et puis quand il a dénoncé ça, un jour après, moi de mes propres yeux, j'ai vu les militaires, les commandos prendre la direction de l'aéroport pour aller renforcer à l'est. En tout cas, j'avais vu au moins 11 camions, pleins de militaires, qui allaient. Et arrivé là-bas, nous avons vu sur les réseaux sociaux, les militaires entraient. Okay. Donc c'est plutôt ces auteurs militaires-là qui trahissaient les pays doublement. Premièrement, en détournant la rémunération de ces militaires fictifs. Deuxièmement, en donnant l'impression qu'il y avait assez de militaires alors que ce n'était pas le cas. Et avec ça, à tout moment, les rebelles pouvaient venir attaquer nos positions. En tout cas, nous tendons vers la fin de notre émission, mais nous n'allons pas nous séparer sans pourtant peut-être aborder cette question de la nomination des animateurs de la Banque centrale du Congo, aujourd'hui avec l'arrivée de Marie-France Kabedi. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'elle sera en mesure de remonter cette pente du franc congolais qui est presque par terre sur la politique monétaire? Vous ne croyez pas à la dame congolaise, madame congolaise? Je pose cette question. Ah, justement. Pourquoi? Je crois à la femme. Vous avez le droit de poser des questions. Oui. Mais je peux aussi vous en poser. Vous doutez à la femme congolaise? Je ne doute pas. Voilà. Mais c'est seulement on voit qu'il y a un seul tribu qui commence à être propulsé. Certains parlent déjà de tribalisme. Écoutez, les gens doivent arrêter. Moi, je ne suis pas Louba. Je ne suis pas Louba. Mais les gens doivent arrêter des fois de prendre de Louba comme étant les derniers des Congolais. Pas du tout. Hein. Nous avons vu pendant une période dans ces pays, les Katangais occupaient tous les postes stratégiques. Mais ce sont des choses qu'on avait décriées dans le temps. Non, mais attendez, ils sont restés gérés pendant longtemps. Et moi, pour moi, en tant que GSN, porteur de valeurs, face à la méritocratie, je ne vois pas pourquoi on peut parler de tribalisme. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas aussi faire l'équilibre géopolitique? Attendez, madame, l'équilibre géopolitique est une bonne chose. Mais il faut aussi savoir que notre pays sort d'une situation difficile. Je n'aime pas tout le temps parler Kabila, mais vous savez pendant les 18 ans comment tout était détruit dans ces pays. Alors maintenant on commence à dénicher, à voir dans tous les coins où sont ces dignes fils du pays qui peuvent venir participer, contribuer, apporter leur pierre à l'édifice pour la reconstruction du pays. Si par hasard ça tombe, c'est un Louba, ça dérange en quoi? Ça dérange en quoi? Ça ne dérange en rien. Les Katangais étaient là, ils ont géré. Moi, je n'ai pas tellement senti de l'incompétence. En dehors de la malhonnêteté, des détournements des deniers publics, par la plupart d'entre eux qui avaient des postes importants. Mais ils ont travaillé. On n'entendait pas parler de l'incompétence notoire. Alors si aujourd'hui Félix Tshisekedi peut donner aussi la chance, premièrement à une dame, nous connaissons son histoire, elle a mérité. Elle vient du FMI, elle a fait plus de 20 ans là-bas. Mais aujourd'hui avec la politique, elle est pétrie d'expérience. Elle est pétrie pétrie d'expérience, elle a mérité. J'ai pris le temps de lire son passé. C'est une dame de fer. C'est vraiment la personne qu'il faut à cette place-là. Celui qui était là à travailler, il est parti, je crois il a mis 8 ans là-bas. Il était temps pour lui de partir. Voyons maintenant ce que la femme va donner. Les femmes, vous déclarez tous les jours ici, vous parlez de la parité, vous réclamez beaucoup de choses. Et il y en a même qui disent que les femmes gèrent bien l'argent. Bon, on va voir. Dans GSN ici, on a une dame, une camarade qui nous dit que la femme, c'est la meilleure gestionnaire. Alors on va voir ça, nous vous donnons la chance et je félicite cette dame-là. Coup de chapeau au chef de l'État, lui qui favorise l'égalité des chances, voilà. Camille Richard Kalele Malobo, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle ici qu'il est le président de la génération Congo Nouveau, donc c'est une ASBEL qui milite pour l'émergence de la jeunesse. Donc avec lui, on a pu quand même décrypter l'actualité qui a tourné autour de cette promulgation de la loi électorale. Nous avons également parlé de cet état de siège, quel a été le résultat. Donc vous avez suivi les réponses avec le président du GSN. Donc il a pu quand même
éclairer l'opinion par rapport à ce que lui pense que c'est vrai. Donc c'est par là, madame, messieurs, que nous vous disons merci. Merci à l'équipe de GSN qui nous ont accompagnés. Donc je remercie tout le monde. Donc nous sommes là au siège du GSN qui nous a reçus, qui nous a servi des cadres. Je dis merci à Brandon Milalou, Jerez Mabeka, merci à l'équipe technique qui m'ont accompagné ce soir. Donc je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.